Madame, Messieurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver. Merci de nous préférer pour vous informer. Voici le sommaire de cette édition. À suivre dans ce journal, la première session ordinaire du Conseil national du dialogue social, ouverte ce lundi 15 mars 2021 à l'Infosec de Cotonou. Présidentielle d'avril 2021, quelle certitude pour un scrutin sans heurts? C'est l'un des thèmes qui a fait l'objet de causeries débat vendredi dernier au Presse Club Café Média Plus. Vous suivrez la substance des échanges dans cette édition. Le second tour des législatives en Centrafrique a eu lieu ce dimanche dans un contexte sécuritaire tendu. Nous en parlerons dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Ouvrons ce journal par la première session ordinaire du Conseil national du dialogue social démarrée ce lundi 15 mars 2021 à l'Infosec de Cotonou. C'est le président de cette institution qui a présidé la cérémonie de lancement officiel des travaux en présence de tous les conseillers. Compte rendu, Samson Oké, Jean-Baptiste Pocor. À cette première session ordinaire du Conseil national du dialogue social au titre de l'année 2021, les participants échangeront sur plusieurs points. Des points ici rappelés par le président de cette institution, Guillaume Atigbe, dans son discours d'ouverture des travaux. Il s'agit essentiellement du point d'exécution du budget du CNDS exercice 2020, du projet du rapport sur l'état du dialogue social au titre de l'année 2020, de l'examen et de l'adoption des TDR pour l'élaboration de la politique communicationnelle du CNDS, de l'examen et de l'adoption des TDR pour l'évaluation de la première mandature du CNDS, des échanges relatifs aux propositions d'amendement à apporter aux textes fondamentaux qui nous régissent. Et enfin, diverses communications viendront clôturer notre programme. Ces assises interviennent dans un contexte particulier marqué par la crise sanitaire liée au coronavirus. C'est pourquoi, dans ses propos introductifs, le président n'a pas manqué de rappeler les conditions de déroulement des travaux avant d'inviter les conseillers à faire preuve d'une attention soutenue. Comme convenu, la présente session se déroulera en visioconférence et en mode présentiel en raison de cette pandémie du coronavirus qui secoue l'humanité depuis décembre 2019. Nous devrons donc faire violence sur nous-mêmes en matière d'assiduité et de rigueur afin de montrer notre attachement à la bonne marche du dialogue social comme nous le faisons depuis notre installation il y a de cela bientôt 4 ans. Démarrés ce lundi 15 mars 2021, les travaux de cette première session ordinaire du Conseil national du dialogue social prennent fin le vendredi 2 avril 2021. Je vous l'annonçais en titre, cela fait 7 ans que le Presse Club Café Média Plus réunit tous les vendredis les journalistes autour de plusieurs thèmes. Ce vendredi 12 mars, l'un des thèmes qui a retenu l'attention à la Maison des médias Thomas Méansan de Cotonou est intitulé « Présidentielle d'avril 2021, quelle certitude pour un scrutin sans heurts ?» Carole Orlaye et Romary Devauchy ont suivi cette communication. Voici le compte rendu. Présidentielle d'avril 2021, quelle certitude pour un scrutin sans heurts? C'est la thématique qui a réuni plusieurs acteurs politiques de tous bords sur ce plateau de Café Média Plus qui marque le 7e anniversaire de ce creuset d'échange des hommes des médias. Pour ses invités, le Bénin, longtemps vu comme un modèle de démocratie, devra le demeurer. C'est pour cette raison que la jeunesse ne saurait être utilisée à des fins de déstabilisation, a martelé le président du cadre de concertation des jeunes, Laurent Zomari, et Alfred Dohou, conseiller communal FCBE à Bomé. On n'était pas parti pour avoir 3 duos, on était parti pour avoir plus que ça. Alors donc finalement nous avons 3 duos. Ceux-là qui ne sont pas représentés, qui ne se voient pas à travers ces 3 duos-là, on peut dire que c'est je ne dirais pas de droit, mais vont chercher à pouvoir quand même exprimer leur mécontentement. Et c'est par là déjà qu'on peut déjà sentir que sur l'atmosphère
politique, tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose. Donc, il est de bon ton que chacun de nous, en tant que Béninois, nous travaillons pour la paix. Et c'est pour cela que nous avons déjà entamé une tournée de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire pour pouvoir impacter plus ou moins quand même nos populations à la conscientisation des questions de paix. Nous voudrons leur demander de travailler avec un cœur d'amour. Un cœur d'amour parce que le pays nous appartient à nous tous. Et échouer aujourd'hui ne veut pas dire échouer demain. Plusieurs raisons pourraient donc faire monter la tension autour de ce scrutin. Conscient de cet état de fait, le peuple a donc un grand rôle à jouer en vue du maintien de la cohésion sociale qui passe forcément par la restauration de la confiance, de l'action et de l'engagement citoyen. Des valeurs que prônent Jock Adamando, président du mouvement Le Bénin en marche, et Mohamed Liamedi, porte-parole du duo Korwe-Agossa. Nous vivons à une époque où la parole politique se retrouve exonérée de tout crédit. À partir de ce moment, il naît forcément une crise de confiance entre les dirigeants et les dirigés. Chose pour que ça soit dans l'intérêt du grand nombre. Donc il ne faudrait pas que nous nous leurrons. À partir du moment où il y a élection, il y a un enjeu. Et quand il y a un enjeu, il y a des intérêts. Et quand il y a des intérêts, il y a forcément un peu d'inquiétude. Si nous envoyons les mauvaises personnes au mauvais endroit, ils vont faire les mauvaises choses et nous aurons le sentiment que la politique est une mauvaise chose. La politique, elle est noble. La politique, c'est de l'engagement citoyen. Même quand simplement vous critiquez positivement, ce qu'on appelle critiquer positivement, c'est dire ce qu'il faut faire pour améliorer. Il ne faut pas critiquer juste par principe. Il ne faut pas critiquer parce que la tête de celui qui est là ne vous plaît pas. 5,5 millions de Béninois sont attendus le 11 avril prochain aux urnes pour élire leur président dans le calme et la paix. Allons à présent à Dogbo où le collectif des femmes amazones du Koufo a également commémoré l'édition 2021 de la Journée internationale de la femme. C'était dans la salle polyvalente du bureau d'arrondissement de Dogbo-Tota en présence du préfet Christophe Megbedji. Jonas Boshi pour le compte rendu. Bien connues dans leur combat pour le mieux-être des femmes du Koufo, ces Amazones ne sont jamais du reste chaque fois qu'il est question de donner de la voix pour une meilleure jouissance des droits de la femme. Appliquant la douceur féminine à leur plaidoirie à l'occasion de cette Journée internationale de la femme de 2021, elles témoignent avant tout leur gratitude à tous ceux qui leur viennent en appui dans ce combat, notamment le chef de l'État. Tout en reconnaissant les efforts du chef de l'État, Patrice Talon, pour la prise en compte des femmes dans les instances de prise de décision, surtout à l'Assemblée nationale. Nous avons la conviction que d'autres efforts seront faits en vue de la présence massive des femmes dans les autres institutions de la République. Des pas ont été faits pour la promotion des droits de la femme. Cependant, des femmes du Koufo sont toujours captives de certains pesanteurs sociaux qui ne leur reconnaissent pas les mêmes droits que les hommes. Elles sont ainsi privées de participer à une part active au développement économique de la famille, à l'éducation des enfants et la vie citoyenne. Nous voudrions juste attirer votre attention sur les avantages de leadership féminin pour la famille, la communauté et société en général. Sidéré par le fait que les Amazones du Koufo ont préféré faire de cette édition de la Journée internationale de la femme une occasion de réflexion sur leurs conditions de vie, le préfet du Koufo promet rendre compte fidèlement au chef de l'État. Non seulement vous avez choisi de fêter, mais vous avez choisi aussi de réfléchir pour les conditions d'existence, de vie de la femme. Vous avez souhaité que les femmes soient plus représentées à l'Assemblée nationale, que nos efforts soient faits dans d'autres institutions de la République. Je serai votre porte-parole auprès du chef de l'État. Les femmes amazones du Koufo ont réitéré leur fidélité à la colistière du président Patrice Talon qui, selon elles, réalisera le rêve des femmes du Bénin. La commune de Bembereke dans le département du Borgou regorge d'importants sites touristiques. Cependant, elle n'en tire pas tous les avantages selon notre correspondant à Bembereke,
Razak Laïssi. Je vous invite ici à suivre les précisions. La forêt sacrée de Wewere, les pierres d'Oumamourou et Magique sont entre autres des sites touristiques que l'on retrouve dans la commune de Bembereke. À cela s'ajoutent quelques bars, restaurants et hôtels qui constituent des maillons non négligeables du développement local. Sinon Suleiman, promoteur de sites touristiques de la localité, affirme, je cite, « Il faudrait qu'on arrive aujourd'hui à institutionnaliser ce secteur et nous sommes en train de le faire. » Puisque quand les visiteurs viennent, ils nous encouragent. Maintenant, l'autorité l'ayant compris dit qu'il faut réorganiser le secteur et nous sommes dans cette logique. Fin de citation. Cependant, explique Oruyoru Isaka, chef du service communication et responsable du point focal tourisme à la mairie de Bembereke. Pour ce dernier, le tourisme est encore embryonnaire. Il énonce, dans la commune de Bembereke, les autorités font des efforts, mais pour le moment, tout n'est pas encore prêt pour qu'on parle de rentabilité économique, parce que seuls les gardiens de sites touristiques prennent quelque chose chez les visiteurs. En témoigne une source de la mairie et les différentes autorités que nous avons interrogées. Chaque année, en décembre, Bembereke abrite la Journée internationale de la montagne. Il organise également à chaque congé de Pâques la fête de Tako. Cette fête célèbre la tenue traditionnelle du peuple Baaton. Allons à présent à la découverte d'une femme pas comme les autres. Il s'agit de Pauline Sounouvou, amateur de boxe arabe. Elle se prépare à participer en avril prochain au gala de boxe arabe en Russie. Suivez cet élément proposé par Frédéric Espoir-Oumabou. Elle est à coup sûr du rang des femmes qui se battent au sens propre du terme. Agronome de formation, du haut de ses 28 ans, Pauline Sounouvou et la boxe, c'est une histoire d'amour. Classée dans la catégorie amateur, elle compte une dizaine de combats, dont une défaite et 3 KO. Pauline Sounouvou, depuis quelques jours, s'apprête à défendre du côté de Moscou, non seulement la jante féminine béninoise, mais aussi l'étendard du Bénin. Je suis prête. Je sais qu'avec ce que je subis ici, avec des hommes passés, vous avez vu tout à l'heure, il n'y a pas de femmes. Je m'entraîne toujours avec les hommes ici et moi, je suis prête. Je n'ai pas du tout peur. J'aime le sport, j'aime le physique. Et en tant que bosseuse, vraiment, je me sens toujours à l'aise quand je viens m'entraîner dans ce centre. Peu importe là où je m'entraîne, je suis très à l'aise. Ici ou à Boïkong, surtout quand je porte mes gants, je sais que je suis capable de faire quelque chose. Consciente des difficultés auxquelles elle doit faire face dans ce sport, elle affiche malgré tout une détermination sans pareille. Difficile, surtout le déplacement. Je dois quitter là-bas pour ici venir en même temps m'entraîner, c'est compliqué. En plus, on est dans une période très sensible à cause du Covid-19. Bon, je suis toujours en taxi, on ne sait pas qui est porteur de ce virus ou pas. Sincèrement, ça me fait un peu peur, mais j'ai quand même l'espoir, j'ai le courage, je suis sûre que ça va aller. Avec les entraînements ici et depuis chez moi à Boïkong, parce que je quitte là-bas pour ici, pour Cotonou, je pense que je suis prête. Le point levé et prête à affronter tout adversaire dans sa catégorie, il ne reste qu'à souhaiter bonne chance à Pauline Sounouvou à ce gala de boxe du côté de Moscou. En Centrafrique, le second tour des législatives s'est tenu ce dimanche dans un contexte sécuritaire tendu. À la fin du vote, aucun incident n'a été signalé, mais le vote a été empêché dans certaines zones du pays. Reportage. Des files de citoyens postés devant les bureaux de vote, entourés de gendarmes et policiers. Des élections sous surveillance qui se sont finalement déroulées dans le calme ce dimanche. Second tour des législatives, mais aussi le premier dans de nombreux bureaux, là où l'accès aux urnes n'avait pas été assuré fin décembre, en pleine offensive des rebelles sur la capitale Bangui. Un des principaux enjeux de ces élections dans ce contexte tendu, la participation. Un bon citoyen, c'est celui qui doit voter. Oui, c'est ça. Même bien qu'il y a l'insécurité dans le pays, d'accord, mais je dois voter. Et ça, c'est primordial. Pour certains électeurs, se déplacer aux urnes était une nécessité. Mais dans un pays où les habitants n'ont pas l'habitude d'avoir libre accès au bureau de vote, la mobilisation est restée faible. Je constate malheureusement que, contrairement au 27 décembre, il n'y a pas un véritable engouement.
Mais si vous voulez, d'une manière générale, c'est ce qui se passe parce qu'il y a la culture électorale que les gens n'ont pas nécessairement. Aujourd'hui, le contexte sécuritaire dans le pays est plus apaisé mais reste fragile. En Allemagne, un revers sanglant pour Angela Merkel au lendemain des 2 scrutins régionaux. L'Union chrétienne démocrate a enregistré son pire score. Ceci est un avertissement pour les conservateurs à 6 mois des élections législatives fédérales et qui doivent aboutir à l'élection du nouveau chancelier. Désastre. Ce lundi matin, le verdict de la presse allemande est sans appel. La CDU, le parti de la chancelière Angela Merkel, vient de recevoir une volée de bois vert électoral. En Rhénanie-Palatinat, les chrétiens démocrates se sont inclinés face aux sociaux-démocrates du SPD avec 27,7% des voix, soit 4 points de moins qu'en 2016. Idem en Bade-Württemberg, où les conservateurs arrivent loin derrière les Verts, avec une baisse de plus de 3 points en 5 ans, soit les pires scores du centre droit allemand enregistrés dans ces Länder du sud du pays. Mesdames et messieurs, pour le dire en toute franchise, ce n'est pas une bonne soirée électorale pour la CDU. Nous aurions souhaité de différents et meilleurs résultats dans ces élections régionales du Bade-Württemberg et de la Rhénanie-Palatinat. Un revers électoral qui s'explique entre autres par les récents scandales touchant les membres de la CDU et de la CSU, sa jumelle bavaroise. 2 députés chrétiens démocrates sont soupçonnés de corruption pour avoir reçu des commissions de plusieurs centaines de milliers d'euros pour des achats publics de masques à une période où l'Allemagne peinait à s'en procurer. Et un autre élu conservateur a dû récemment renoncer à son mandat pour des liens financiers avec l'Azerbaïdjan. À cause du comportement vraiment indécent et l'absence de gêne de certains députés, justement maintenant dans la phase finale de la campagne électorale, nos militants ont pris un vent contraire. Cela n'a pas seulement été désagréable, cela a aussi pesé sur la campagne électorale. Des affaires auxquelles s'ajoutent les critiques concernant la gestion de la pandémie et la campagne de vaccination, sans oublier des déboires politiques plus anciens. Le 5 février 2020, pour barrer la route aux socialistes en tête du scrutin dans le Land de Thuringe, la CDU s'était alliée avec la droite extrême pour l'élection du ministre-président de la région. Du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Le tollé provoqué a eu de lourdes conséquences, dont une crise interne au parti de la chancelière et la défection de la présidente fédérale de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer. Celle à qui Angela Merkel avait passé le relais 1 an plus tôt, renonçait le 10 février 2020 à ses fonctions, tout comme à la chancellerie. Pour toutes ces raisons et dans l'intention de renforcer la CDU, j'ai donc aujourd'hui, après de longues délibérations, informé le présidium et le comité exécutif fédéral de la décision suivante. Je ne me porterai pas candidate au poste de chancelière. Ces soubresauts politiques avaient entraîné quelques semaines plus tard la défaite de la CDU aux élections de Hambourg, divisant un peu plus les chrétiens démocrates. Des chrétiens démocrates qui ne savent d'ailleurs toujours pas qui envoyer à la conquête de la chancellerie en septembre prochain. Le modéré Armin Laschet, élu à la tête de la CDU en janvier dernier, peine à convaincre. Face à lui, le patron de la CSU, Markus Söder, chaque jour un peu plus apprécié des Allemands. Scandale financier, défaite électorale locale et difficulté à voir un successeur d'Angela Merkel émerger, 2021 pourrait bien sonner la fin de la CDU au pouvoir après 16 ans de mandat pour la chancelière. Au Brésil, les partisans du président réclament la fin du confinement. Ils ont manifesté ce dimanche à Brasilia. Pourtant, la situation y est préoccupante, notamment à Sao Paulo où un couvre-feu est instauré. Les systèmes de santé de plusieurs États sont au bord du gouffre. Suivez. Une deuxième vague dévastatrice qui a entraîné les gouverneurs de plusieurs États brésiliens à passer à la phase violette, la plus stricte du confinement. À Sao Paulo, pour la première fois, un couvre-feu a été instauré de 20h à 5h du matin et les week-ends. Mais cette mesure est plus ou moins respectée. Bonsoir, nous avons reçu une réclamation. Il paraît que vous organisez une grosse fête ici ce soir. On aimerait savoir ce qu'il se passe. Ces personnes-là ne croient ni au virus ni à la pandémie. Alors qu'on voit bien que la pandémie n'est pas finie, au contraire, elle est de plus en plus forte. De l'autre côté de la ville, l'ambiance n'est pas à la fête. Au Brésil, 38 millions de personnes sont des travailleurs informels.
Depuis l'arrivée du coronavirus, 40% d'entre eux auraient perdu tous leurs revenus. Alors, dans les favelas, les dons alimentaires se multiplient pour survivre. Cap sur la périphérie sud de Sao Paulo, où l'association centrale unique des favelas, gérée par Marcelo Cavagna, distribue nourriture et produits hygiéniques aux plus démunis. Grâce à ce type d'association, plus d'1 million de familles ont pu bénéficier de cette aide. On distribue du gel hydroalcoolique, des masques, des gâteaux, des produits d'entretien, un panier alimentaire, des pâtes, des sardines en boîte, de la farine. La vie des gens ici a toujours été difficile. La pandémie n'a fait qu'empirer la situation. Le gouvernement ayant quasiment stoppé son programme de subventions sociales mis en place durant la crise, de nombreuses familles ont vu leur situation s'aggraver. C'est le cas de Maria Aparecida, vendeuse autonome actuellement au chômage, qui va tous les jours chercher des dons de nourriture pour survivre et nourrir ses 2 enfants. Au début, j'ai touché $100, après seulement 50, et là je ne reçois plus rien. Mes factures sont en retard. Cela fait plus d'1 semaine qu'on n'a pas mangé de la viande. Je vis des dons de fruits, de produits basiques. Ça devient de plus en plus difficile de survivre. Dans les hôpitaux, le manque de respect des mesures sanitaires est largement ressenti. Les services de plusieurs grandes villes brésiliennes sont saturés, avec un taux d'occupation qui dépasse 100%. Et les listes d'attente en soins intensifs ne désemplissent pas. À Sao Paulo, l'hôpital de Brasilândia, celui qui compte le plus de lits en unité de soins intensifs de la ville, est un des seuls à avoir encore quelques places. Le médecin Marcelo Signorelli tire la sonnette d'alarme. À l'intérieur des hôpitaux, nous vivons des moments très forts, très lourds. Il faut que les gens fassent attention, qu'ils restent chez eux, qu'ils portent le masque, qu'ils mettent du gel hydroalcoolique pour qu'ils ne soient pas obligés de finir ici à l'hôpital. Si le gouvernement se vante de la vaccination de près de 10 millions de personnes, le nombre de morts est encore très élevé. Cette semaine, le Brésil a franchi son record de décès quotidiens, avec près de 2000 morts chaque jour. Il maintient donc sa place de 2e pays, le plus endeuillé au monde par le Covid-19. Madame, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Si vous l'avez suivi, merci de votre fidélité. Bonne suite de nos programmes et à demain.